Bonjour à tous, on va donc enchaîner avec le CCMM. Donc moi je suis Dr Delbès, je suis un médecin du CCMM, donc basé à Toulouse. Et je remercie déjà la femme de nous avoir invités à présenter l'aide médicale en mer là, et son organisation. Je risque d'être un petit peu redondant avec Muriel, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'elle a déjà dit. Bon, déjà, il y a une particularité du milieu maritime, parce que c'est vrai qu'on a des marins qui sont très exposés aux accidents de travail, et plus que dans les bâtiments publics. En 2019, il y avait plus d'accidents de travail dans le milieu maritime que les travailleurs du bâtiment public. À la pêche, on a classiquement beaucoup plus d'accidentologie. On a aussi des problèmes médicaux parce qu'on a des navires de commerce donc, qui font des traversées plutôt longues. L'idée, c'est qu'il fallait que donc l'obstacle principal, c'est l'éloignement, l'éloignement et l'isolement évidemment, parce que c'est un accès aux soins qui est plus compliqué. Et l'objectif, c'était d'avoir donc une qualité de soins qui était comparable à ce qu'on pouvait faire à terre, avec des délais qui soient comparables. Et c'est là que on s'est servi pour le coup des télécommunications, et les marins ont été pionniers finalement dans la consultation télémédicale. Et, je vous expliquerai un petit peu l'histoire de ça. Mais la vie médicale finalement à distance, c'est en premier les marins qui en ont bénéficié. Alors, et Muriel l'avait évoqué, cette instruction de 83 qui a été révisée en 2011, là, elle a permis de coordonner en fait les institutions pour l'aide médicale en mer, de définir exactement les CROSS. Bon, je vais pas revenir dessus. Le CCMM, donc pour Centre de consultation médicale maritime, donc qui est basé à Purpan, au CHU de Toulouse, et les SAMU maritimes, dont Muriel a déjà parlé. Cette organisation française là qui s'est officialisée, c'est une déclinaison d'une organisation européenne et internationale avec le Search and Rescue qui fait intervenir les TIMAS pour Télémédical Assistance Service, et le CCMM et le TIMAS français, et les MRCC qui sont finalement les CROSS de l'étranger. MRCC pour Maritime Rescue Coordination Center. Et il y a une circulaire européenne aussi qui oblige finalement les pays avec un littoral d'avoir un TIMAS et un MRCC capables de collaborer, mais aussi d'avoir une dotation médicale universelle à bord et des responsables de soins formés à la médecine d'urgence, en tout cas à bord également. Et c'est aussi pour ça, c'est une partie de notre activité, entre autres, que de les former. Donc les missions du CCMM, c'est 24 heures sur 24, c'est un service gratuit, en tout cas en France, et donc on apporte assistance à tout marin ou toute personne embarquée à bord de tout navire, français ou étranger, quel que soit l'endroit où il se situe dans le monde. Alors, évidemment, le fait qu'on participe aussi à la formation de ces marins, de ces officiers, qu'on parle la même langue aussi, ça facilite clairement les échanges, surtout dans les situations un peu tendues. Donc, ces marins qui, par exemple, travaillent dans n'importe quel bateau, un navire de commerce par exemple, qui peuvent être dans l'hémisphère sud, peuvent nous appeler à n'importe quel moment s'il y a un problème médical à bord de leur équipage par exemple, et on répondra à ce problème-là. Ça, c'est notre activité. On a aussi une activité de TIMAS, Télémédical Assistance Service, donc comme l'Organisation Maritime Internationale nous l'impose, c'est-à-dire qu'on a aussi des navires internationaux qui se trouvent dans les eaux territoriales françaises et qui ont besoin d'évacuer en urgence un marin ou un passager. Et dans ces cas-là, ils font appel à nous, puisqu'on est là géographiquement compétent, pour aller organiser son évacuation.
Par exemple, un paquebot, parce qu'on a parfois les paquebots, là, surtout l'été, là, les paquebots qui vont être en océan Pacifique, en Outre-mer par exemple, ou en Méditerranée, qui vont avoir un patient pris en charge initialement par leur médecin, parce que dans les paquebots, ils ont quand même souvent des médecins et puis une dotation assez importante, mais il y aura nécessité d'évacuation derrière, et là, on organisera l'évacuation avec le SAMU, de coordination notamment, etc. On participe aussi également à la formation des responsables de soins à bord, et ça je vous détaillerai un petit peu, je vous donnerai un petit peu le niveau de formation qu'on donne aux officiers, hein, donc qui sont des capitaines, des seconds capitaines, des lieutenants, des chefs mécaniciens. Ça c'est des gens qui sont et qui peuvent être responsables de soins et qui s'occupent des malades ou des blessés à bord. Alors voilà, donc qui est concerné par le CCMM? Donc c'est tous les occupants de n'importe quel navire, hein, que ce soit des plaisanciers, des navires à passagers, des navires de service, des navires de commerce ou des navires de pêche par exemple. Par contre, il faut qu'ils soient en dehors des limites administratives d'un port. Parce que si c'est dans un port, a priori, ça relève normalement du numéro d'urgence locale, quoi. Alors, bon, on est parfois amené à répondre là, et surtout pendant la période de Covid, là, où effectivement, il y avait des gens qui étaient graves dans des bateaux, bon, voilà, dans des ports, mais qu'on ne pouvait pas débarquer. Donc, bon, on a évidemment prêté main forte à nos collègues, mais sinon, normalement, c'est une exclusion. On ne s'occupe que ceux qui sont en dehors des ports. On ne s'occupe pas non plus de ceux qui ont un souci dans la limite des 300 mètres du rivage, hein, parce que là, ça relève de la police des baignades. Voilà. Et les bâtiments militaires non plus qui ont leur propre autonomie. Hein. Donc la marine militaire, des fois ils nous appellent, mais pour le coup, ils se débrouillent. Ils ont leur propre fonctionnement. Alors, juste pour vous expliquer pourquoi le CCMM est à Toulouse, parce qu'on est quand même loin de la mer. Le début et l'initiation de tout ça, c'est la radio Saint-Lys. La radio Saint-Lys. Donc Saint-Lys, c'est une petite commune au sud de Toulouse, hein, une trentaine de kilomètres, pour ceux qui ne sont pas du coin. Et elle a comme particularité d'être un peu sur une colline. Et au-dessus de nappes phréatiques, donc avec une bonne réception des ondes courtes. Et donc on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des infrastructures de radiocommunication ont été détruites, et donc il fallait en refaire une, et donc on en reconstruit une à Saint-Lys, et donc elle fait office de standard finalement pour tous les marins français ou pas d'ailleurs, et le standardiste est là et assure une permanence 24 heures sur 24. Alors il donne le bulletin météo, mais il assiste aussi les marins qui ont une avarie par exemple avec leur navire, qui ont un problème technique, mais parfois aussi un problème médical. Vu qu'il n'est pas compétent dans le domaine médical, il se référait donc à l'hôpital le plus proche de Saint-Lys, qui était à Toulouse, donc Purpan. Et là, à l'époque, il appelait souvent à l'internat de l'hôpital Purpan. C'est là où il y a les cuisines, hein, c'est là où les internes vont manger, les médecins aussi, etc. Et donc, c'est le cuisinier souvent qui répondait. Le cuisinier répondait, il cherchait un interne, il en trouvait un en général qui traînait là, et puis c'est l'interne qui régulait le problème médical, et puis voilà, ça se faisait un peu comme ça avant, donc heureusement ça s'est un peu officialisé. Ça s'est officialisé grâce à un monsieur qui est le professeur Louis Laringue, hein, qui est entre autres le créateur des premiers SAMU, hein, et surtout à Toulouse en 68. Et Louis Laringue, il a évidemment rapatrié, ou en tout cas fait en sorte que ce Saint-Lys soit centralisé au CRA, donc au SAMU 31, qui fait que maintenant donc tous les appels bateaux, tous les appels maritimes arrivent au SAMU 31 avec un numéro dédié. En 83, il est aussi le professeur Louis Laringue à l'initiative du CCMM, hein, grâce aussi à des appuis politiques là, qui m'ont permis de faire ça. Donc en 83, il y a le CCMM, la première instruction, et la seconde en 2011, qui sera révisée par la suite.
Et là, maintenant, on a donc une dizaine de médecins qui sont experts en consultation maritime, hein, mais pas seulement, hein, parce qu'on est tous médecins urgentistes, hein, donc on participe aussi à la régulation, aux urgences, au SMUR, etc., etc. Mais la spécificité toulousaine, c'est de réguler parfois des appels bateaux. Parfois, d'ailleurs, voilà, assez souvent. Donc l'ARM a comme mission là une mission que vous avez qui est finalement à peu près la même que pour les appels du 15, hein, c'est-à-dire que bon là c'est le nom du navire, le patient, nom, prénom, âge. Alors un premier appel ou un suivi de dossier, donc j'expliquerai la différence parce que c'est notre activité. Le motif d'appel, le degré d'urgence. Bon, tout ça vous connaissez. Là vous avez une photo donc du SAMU, du CRA du 31, et là notre bureau du CCMM qui est accolé au CRA, parce qu'il nous faut un peu de calme, tout ça, les appels sont parfois compliqués, parce que pas toujours de très bonne qualité, donc il faut vraiment qu'on soit au calme. En gros, si l'appel est dans la journée entre 8h et 18h, donc on a un médecin qui est dédié pour les appels du CCMM, donc qui est là pour y répondre, et puis évidemment s'il y a une urgence, il le prend aussi. Et c'est là que nous, on assure donc les premiers appels, mais on assure aussi les suivis, parce qu'on a beaucoup de suivis de dossiers qu'on a pris et qu'on va suivre parfois par mail, mais on va assurer un suivi, par exemple, de médecine générale, de consulte de médecine générale, ou parfois, effectivement, là, pour une brûlure, on va voir comment évolue la cicatrisation, etc. Donc, on a une mission de suivi, et on a une mission, évidemment, de prise d'appel en cas d'urgence. Et au-delà de 18h, là par contre, c'est la garde, hein, donc c'est le médecin régulateur ou les médecins régulateurs, parce qu'ils sont plusieurs, qui prennent l'appel bateau de la 18h, qui sont pas des médecins spécifiques CCMM, mais qui sont tous habilités à savoir prendre un appel d'un marin blessé ou malade, et qui connaissent le fonctionnement et l'organisation. En 2023, c'est 6500 appels à peu près. Ça fait 18 appels 24 heures. C'est pas énorme, mais c'est parfois des appels qui peuvent prendre pas mal de temps, hein, notamment pour les appels de l'étranger, je vous dirais. On a une répartition à peu près égale entre Français et étrangers. Une majorité de professionnels, mais pas que. Pas mal de passagers aussi. Comme je vous disais, on a des appels de navires à passagers quotidiennement, hein, donc on a quand même pas mal de passagers malades et quelques plaisanciers. Une grosse majorité d'hommes. C'est un milieu quand même qui reste assez masculin, en tout cas sur les marins professionnels. Et on a délivré 209 formations. Alors c'est des formations qu'on délivre donc à des officiers ou à des futurs officiers, et donc des formations qu'on délivre dans toutes les écoles ou lycées maritimes de France. Alors il y a plusieurs niveaux de formation, donc il y a 1, 2, 3, ça dépend du type de navire, de la grosseur du navire et de leur éloignement des côtes et de la durée de traversée. Donc voilà la répartition des navires qui nous appellent. En gros, passagers, commerce, hein, surtout, la pêche pas mal. Les navires de service, la plaisance aussi également, et alors surtout l'été, là on a quand même une bonne recrudescence, et notamment en Méditerranée, donc on a très souvent nos collègues là, du SAMU de Toulon, là, parce qu'on a souvent recours à eux. Voilà grosso modo la répartition. Notre activité, alors voilà, comme on vous disait, par rapport à la question posée tout à l'heure, la dotation médicale à bord, que je vous préciserai un petit peu, et qui est parfois assez complète, hein, parce qu'on a des dotations qui sont assez fournies, notamment pour les personnels les mieux formés. On fait du soin à bord quasiment dans plus de 70% des cas, quoi, hein. Donc c'est aussi pour ça que les armements nous remercient, hein, parce que voilà, on évite de débarquer, de dérouter les bateaux qui coûtent évidemment plein d'argent, etc. Donc dans 70% des soins à bord, on débarque, on déroute dans 15% des cas, hein, donc on débarque, c'est-à-dire que voilà, à la prochaine escale, on va débarquer le marin blessé ou malade, et le déroutement, c'est vraiment une prise d'initiative pour aller au plus près dans le port le plus proche.
Et les évacuations, donc c'est là, en 2023, c'était 10%, 10% d'évacuation. Avec une EVA-SAN, c'est une évacuation non médicalisée, donc dite sanitaire, et l'EVA-MED, c'est une évacuation médicalisée. Le type de motif, c'est toujours un peu les mêmes. Enfin, chaque année, ça change pas. On a 75% de médical et puis 25% de traumatique. La répartition reste la même. Tant qu'à la pyramide des âges, c'est des actifs essentiellement, nous. Quelques enfants qui sont évidemment les passagers et des plus vieux qui sont souvent des plaisanciers. Voilà. Mais pas que. Bon, je reviens pas sur les crosses parce que Muriel en a déjà largement parlé. On est très souvent en conférence à 3 avec eux. Je vous expliquerai comment ça se déroule. Eux, ils nous déclenchent les moyens logistiques, surtout le relais avec les MRCC étrangers, pour le greener notamment. Voilà pour les crosses. Donc très souvent on a la SNSM, donc les secours en mer qui interviennent, et après les hélicos, la marine nationale, etc., etc. Les SAMU de coordination, elle a tout dit sur le sujet, donc je vais pas en ajouter. Vraiment, la coordination mer-terre, c'est essentiel. C'est-à-dire que nous, quand il y a un problème, évidemment, je pars au large de Brest, etc., qu'on fait intervenir le SAMU maritime, le SMUR maritime va aller sur place. Lui, il connaît très bien ses infrastructures hospitalières, ses filières de soins. Donc, un patient qui relève de la neurovasculaire, il saura où l'emmener. Un patient qui relève du neurochirurgical ou un plateau technique, pour de la cardiologie interventionnelle, voilà, le SAMU maritime, lui, il fait ce lien-là, et donc on essaye de prendre en charge le patient pour l'amener au bon endroit, évidemment. Elle vous a montré déjà la même photo entre les SAMU de coordination et les différents crosses, que ce soit donc en France métropolitaine ou en Outre-mer. Voilà, donc en pratique, le déroulé de la téléconsultation se fait de cette façon-là. On a un navire qui appelle, alors soit qui nous appelle directement qui appelle directement le SAMU 31 parce qu'ils ont un téléphone satellite ou un GSM. Donc ils ont le numéro, ils connaissent le numéro, ils nous appellent directement. Et donc là, c'est vous qui répondez avec les éléments que vous demandez d'emblée. On sait que c'est un appel CCMM. Ou ça se fait par l'intermédiaire de CROSS. Alors, ça se fait par l'intermédiaire du CROSS, surtout s'ils n'ont pas moyen de téléphone, enfin s'ils n'ont pas de téléphone satellite. Donc là, s'ils n'ont qu'une radio, s'ils font notamment en pêche, donc là, c'est la VHF et ils appellent le CROSS par le 196. Et là, derrière, nous, on fait une conversation à 3 entre la radio, le téléphone, pas toujours très très simple. Mais c'est comme ça. En tout cas, nous, on insiste sur une chose, c'est qu'on veut que la première communication puisse se faire par phonie. C'est vraiment important parce qu'on a besoin de dialogue et on fait une consultation médicale, Donc, souvent, on demande quand même qu'on puisse le faire uniquement par phonie, mais on a parfois des plaisanciers qui n'ont pas d'autre moyen de nous joindre que par mail. Donc, ils nous envoient un mail. Alors, c'est notre boulot aussi quand on arrive là dans notre bureau de checker les mails régulièrement. On a parfois des mails de plaisanciers qui partent en famille là, qui font le tour du monde, qui sont avec un gamin malade par exemple et qui n'ont pas d'autre moyen de nous joindre que d'envoyer un mail. Donc là pour le coup c'est l'exception et on répond par mail évidemment en essayant de trouver une solution. Alors souvent d'ailleurs les plaisanciers, ils nous ont contactés préalablement pour nous dire que ils allaient effectivement faire le tour du monde, donc ils nous envoient des fiches médicales avec leurs antécédents, tout ça, et puis leur dotation médicale et ce qui nous permet de les reconnaître dès qu'ils nous appellent. Oui. Non, la boîte mail n'est pas veillée. C'est pour ça qu'on demande vraiment de nous appeler et que le premier contact se fasse par phonie parce que effectivement, nous, on ne check pas la boîte mail à partir de 18h, clairement. Exactement. Mais le CROSS, pour un problème médical, il n'est pas compétent, donc il va nous repasser l'appel. En fait, le problème, c'est que souvent le passage par le CROSS, c'est ce qu'on explique nous aux marins, c'est que c'est parfois un peu une perte de temps parce que le CROSS va demander exactement les éléments que vous allez demander vous.
le nom du bateau, où ils sont, l'âge du patient, ce qu'il a, etc. Et dès que ça va être rebasculé au SAMU, on va redemander la même chose, quoi. L'exception que je ferai, c'est pour un arrêt cardiaque. Pour un arrêt cardiaque, pour le coup, pour aller vraiment très très vite, là, la VHF, elle est plutôt adaptée. Bon, et puis pour le coup, nous, c'est même derrière, bon voilà, ils savent normalement quoi faire. Donc, il faut plutôt alerter les moyens qu'ils arrivent très vite. Moi, c'est l'exception que je donnerais, c'est-à-dire si vous avez un arrêt cardiaque à bord, voilà, l'alerte la plus précoce, le VHF, et le cross nous basculera l'appel derrière. Oui ? Ouais. Je vais revenir sur comment, enfin ça se passe à l'étranger. Hein. Voilà, donc le responsable de soins qu'on a formé au préalable, il est capable de faire tout ça avant de nous appeler. C'est-à-dire qu'il fait le bilan des fonctions vitales et donc il fait le geste de secours, le cas échéant s'il y a besoin d'en faire un. Il a pris les paramètres vitaux, il a fait l'interrogatoire voilà, du malade ou les circonstances de l'accident du blessé. Il a fait un examen clinique d'un malade ou un examen lésionnel ou un bilan lésionnel d'un blessé. Et derrière, il nous appelle. Il nous appelle et à partir du moment où il nous appelle, nous, évidemment, on ouvre un dossier médical. Et là, ce n'est plus de leur responsabilité unique, mais là, la responsabilité est partagée entre le responsable de soins, qui nous appelle, soit un capitaine, soit un second capitaine, et nous. Tant qu'évidemment, on n'est pas au courant, il n'y a pas de responsabilité partagée. Donc, évidemment, dès qu'ils ont une prescription à nous demander, etc., ils vont nous appeler, et là, on va établir un dossier. Donc, nous, derrière, on essaye d'établir un diagnostic. Alors, là, pour le coup, la télécommunication, donc on demande un premier appel, mais on leur demande aussi éventuellement d'envoyer des images, des photos quand c'est des plaies, un électrocardiogramme. Ils peuvent aussi, dans le même temps, nous envoyer des éléments par mail qu'on va checker sur notre boîte mail. Et là, pour le coup, qu'on peut checker tout le temps, 24 heures sur 24. Donc là, vous avez un exemple. Donc pour ceux qui ont une formation la plus élevée, une formation de niveau 3, donc ils sont capables de faire un électrocardiogramme, pas de l'interpréter évidemment, mais ils sont capables de le faire, de nous l'envoyer, de nous faire un électro de bonne qualité. Ils ont aussi, pendant leur formation, fait des gestes infirmiers, hein, donc ils sont capables, ils ont fait un stage aux urgences, là, donc ils sont capables de faire une suture. Ils sont capables de poser une sonde urinaire, ils sont capables aussi en théorie de poser une voie veineuse. On a des dotations avec des médicaments injectables, donc ils sont capables parfois d'injecter des médicaments. Bon, on ne leur demande pas souvent, mais ça arrive. Hein, ça, c'est la formation la plus élevée. La division 217, c'est elle qui précise le type de dotation en fonction du type de navire et du type de formation qu'ont les marins. Hein. Donc nous, on a cette dotation sous les yeux, donc on sait parfaitement ce qu'ils ont normalement à bord, parce que ce sont les marins qui sont responsables de la dotation. L'armement leur fournit ce qu'il faut, et eux, ils doivent s'occuper des péremptions, etc. Et ceux qui sont responsables de la dotation, ils ont de la morphine, hein, avec aussi des médicaments qui sont mis sous clé, voilà, dont ils ont la responsabilité. Et nous, derrière, on fait la prescription, donc soit orale, soit c'est une prescription, on peut leur envoyer évidemment une ordonnance en leur précisant ce qu'il faut faire. Et puis derrière, on va faire un rappel, un suivi. Alors, soit le malade est à évacuer ou le blessé est à évacuer, bon, bah là, évidemment, il n'y aura pas de suivi, puisque là, il sera pris en charge par le SAMU de la mer. Mais derrière, si le patient reste à bord, nous, très souvent, on assure un suivi de soins, voilà, pour voir comment il va, etc. Et puis, il nous rappelle si ça ne va pas. Voilà, on peut faire des suivis sur plusieurs semaines, parfois. Voilà comment se passe en pratique la téléconsultation. Initialement, quand soit ils appellent directement, soit c'est via le cross. Et là, on fait une première une conférence à 3 entre le cross et le navire. Nous, ça nous permet d'avoir une idée précise de ce qui se passe, d'essayer de faire un diagnostic, et puis on donne éventuellement nos préconisations de traitement. Et derrière, on dit au bateau de raccrocher.
Et on rappelle le SAMU de coordination médicale maritime, où là, on va donc, avec mon collègue régulateur, discuter d'opportunités d'envoyer un SMUR médicalisé ou simplement un hélico non médicalisé, ou préparer un accueil à quai avec ambulance, VSAV, etc., etc. Ça, c'est en France, parce qu'à l'étranger, et je ne sais pas si c'était votre question, mais à l'étranger, il manque l'entité du SAMU qu'on n'a pas, clairement, et qui peut manquer parfois. Là, pour le coup, moi, une fois que le navire m'appelle, que j'ai une connaissance, enfin, où je comprends à peu près ce qui s'est passé, je vais retranscrire des informations médicales, en général par mail, au TIMAS de l'étranger. C'est souvent par écrit. Donc en anglais, on va essayer de préciser ce qu'il y a, en essayant aussi de demander le niveau d'expertise que ça peut avoir, ou le niveau d'urgence d'évacuation à faire. Ça, c'est donc ma partie médicale, pendant que le cross-greené, lui, va se dépêtrer avec le MRCC de l'étranger de la zone pour essayer de trouver un moyen d'évacuation le plus approprié dans ce cas. Voilà. Alors ça, par contre, c'est des situations qui peuvent durer pas mal de temps, parce que voilà, le MRCC, le cross-greené, voilà, essaye et tout dépend de la zone où on est, clairement. Il y a des zones où, franchement, il y a pas beaucoup de moyens. Donc, je pense au large des côtes africaines, mais pas seulement, aussi parfois en Asie aussi. Là, il y a clairement des difficultés à trouver des moyens d'évacuation, quoi. Donc là, on fait au mieux, et parfois, on est obligé de dérouter un navire pour aller dans un endroit, même si c'est plus loin, même si ça prend un peu plus de temps, on sait derrière que la prise en charge sera plus optimale. Donc, des fois, c'est des réflexions comme ça qu'on prend pour dérouter un bateau, quitte à l'amener sur terre un peu plus tard, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur notre organisation. Du coup, moi j'avais une question par rapport à la vidéoconférence. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour vous, et auquel cas vous vous arrangez pour absolument avoir une visioconférence plutôt qu'une phonie simple quand vous avez un patient à questionner? Alors oui, on l'utilise de façon pas aussi fréquente que ça, parce qu'il y a des limites techniques quand même encore un peu à bord, et notamment de débit de Wi-Fi. Mais certains marins, et notamment certains armements, ont investi dans des grosses boîtes là, qui permettent de prendre des paramètres vitaux, donc qui contiennent un brassard à tension, un saturomètre, qui peuvent faire un électrocardiogramme, etc. Et aussi qui ont une caméra de visio qui nous permettent de faire de la visioconférence. On en fait quelques-unes, mais assez rarement. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être utile pour faire un examen. Ça nous est arrivé de faire des examens comme ça, diagnostiques en vidéo, conférence. Donc ça marche parfois. Et puis j'avais une question aussi sur la géolocalisation. Alors nous, sur Terre, c'est facile parce qu'on a l'AML, mais en mer, ça se passe comment du coup Nous, on pratique le CCMM, on a besoin de savoir grosso modo où ils sont, mais après, on peut évidemment rentrer des coordonnées GPS, et avec des logiciels simples comme Marine Traffic, par exemple, on a la précision exacte d'où ils se situent. Après, nous, ce qui s'intéresse surtout les crosses, parce que quand il y a une intervention, évidemment, avec l'hélico, là, ils ont besoin de connaître les coordonnées GPS précises. Nous, on n'a pas besoin qu'elles soient précises, mais on a ce moyen aussi de les localiser, précisément, quoi. Marine Traffic, je vous invite à regarder un petit peu, c'est assez affolant, le trafic maritime qu'il y a à temps donné, c'est énormément de navires. Et du coup, ça fait le lien sur ma dernière question. Le SAMU maritime, lorsqu'il intervient à bord d'un bateau, est-ce qu'il vous passe un bilan, comme un VSAV passerait son bilan, ou est-ce que c'est lui qui s'occupe de trouver la destination de son patient? Non, alors après, une fois qu'on s'est mis d'accord, parce que le déclenchement du SMUR maritime, c'est un commun accord finalement entre mon collègue et moi-même, sauf pour des choses évidentes comme les arrêts cardiaques ou des départs réflexes, quoi, finalement. Autrement, effectivement, c'est le SMUR maritime qui passera le bilan à son SAMU maritime pour derrière s'assurer de la meilleure place du patient. Ouais.
Merci.